tous. Merci de nous rejoindre pour cette webconférence dans laquelle nous allons traiter de l'ingénierie des systèmes, voilà, une méthode pour réussir vos projets complexes. Thérèse Renard va nous accompagner sur cette webconférence. Thérèse est fondatrice avec Alain Faisandier de Map System. Elle travaille depuis 25 ans dans le développement de systèmes complexes et donc est responsable de nos parcours de formation en ingénierie des systèmes complexes, déjà depuis de nombreuses années à Centrale Supélec. Pour démarrer, quelques éléments pratiques sur l'écran qui est en face de vous. En bas de votre écran, en bas à gauche, vous avez un bloc, un espace de téléchargement dans lequel vous pourrez télécharger des documents utiles. Au milieu, on vous propose un certain nombre de liens qui peuvent également vous éclairer. Et puis, le plus important, en bas à droite, le bloc conversation dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, même en cours de webconférence. Madame Renard y répondra au fur et à mesure. Voilà, ça permettra de dynamiser un petit peu nos échanges. Euh, Brièvement, je voudrais vous présenter Centrale Supélec. Donc, nous, on est la formation continue de Centrale Supélec. On s'appuie sur les laboratoires de recherche appliqués de l'école pour concevoir nos programmes pédagogiques voilà, et du coup répondre au mieux aux attentes des entreprises et des professionnels. Nous avons un engagement qualité très fort sur deux points. D'abord, on est certifié ISO 9001 sur nos campus et notamment sur notre campus de GIF, sur lequel se déroule notre formation en ingénierie des systèmes complexes. Et puis, on a également un système d'évaluation de nos formations qui est vraiment un point différenciant par rapport à d'autres organismes de formation. On va évaluer vos besoins en amont de la formation. On va également évaluer nos formations pendant que vous êtes en formation. Voilà, votre ressenti à chaud sur la formation, sur les intervenants et sur le contenu qu'ils délivrent. Et puis à froid, donc 6 mois après votre formation, voilà, on vous demande d'évaluer ce que la formation vous apporte finalement au quotidien dans votre métier. Est-ce qu'elle vous a permis de progresser? Est-ce qu'elle vous a permis de vous améliorer? Voilà, quelles sont les compétences que vous avez pu mettre en place? Et voilà, parce qu'on essaye toujours, on s'efforce d'être au croisement du management et de la technologie dans les formations qu'on vous délivre. On ne va pas être uniquement sur de la technique, mais on forme des managers. Donc voilà, il s'agit d'articuler cette double compétence. On a une offre de formation qui est très large, donc on a décidé de la scinder en quatre cahiers. Là aujourd'hui, on va faire un focus sur une formation qui est dans le cahier information, énergie et système. On a 4 formats de formation, des formats courts de 2 à 3 jours, des formats certifiants, voilà, qui vous permettent de valider des compétences, des formats diplômants qui vous permettent de progresser et d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, évidemment, toutes nos formations sont adaptables en intra-entreprise et puis on développe également des formations sur mesure. Je vais désormais laisser la parole à Thérèse pour qu'elle rentre dans le vif du sujet qui nous réunit ce midi. Bonjour à tous, et je vais vous exposer en quelques minutes comment vous pourriez réussir le développement de vos systèmes complexes grâce à l'ingénierie de système. Et on va commencer par un exemple qui n'a pas été fameux au démarrage, celui de la FAA, c'est-à-dire de la DGAC des États-Unis. Voilà quelques éléments. Donc là, vous avez un ensemble sous forme d'un schéma
des différentes entités qui vont devoir collaborer entre elles et quelques chiffres qui vont vous donner l'ampleur de la tâche qui avait été euh, donnée aux concepteurs à la fin des années 1990. Il s'agissait de faire travailler ensemble, donc d'arriver à monter un système qui permette de faire travailler ensemble des contrôleurs aériens, de la programmation des vols, la maintenance au sol, l'embarquement, le débarquement des passagers, les pilotes, les avions, les tours de contrôle, les radars d'approche, les équipements de surveillance. C'est-à-dire finalement un ensemble qui était relativement important et complexe. Et la grande question qu'il y avait, ben, c'est comment peut-on maîtriser un tel ensemble qui est fait de multiples activités, de multiples intervenants et de multiples objets qu'il faut faire dialoguer ensemble, entre eux. C'est sûr que si on n'a rien, pas de fil conducteur, et ben ça échoue. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur la première version de ce système qui n'a jamais réussi à fonctionner. Alors je vais vous en donner quelques autres échecs, parce qu'il faut toujours avoir des échecs pour pouvoir rebondir. Donc sur le système de contrôle aérien de la FAA, ça a été 8 milliards de dollars qui sont partis à la poubelle. Mais il y en a eu d'autres, hein. En Europe, les erreurs qu'on a fait sur le système de conception euh, de Ariane 5, bah, ça a fait 2 milliards de francs. Bon, c'était effectivement moins conséquent. Mais il y a eu aussi la gestion des clients EDF qui avait été confiée à IBM et ça n'a pas abouti. Donc le contrat a été rompu. Qui dit contrat rompu dit ben, tout ce qui a été développé est mis de côté et il faut recommencer. Là, ça représentait 1 milliard de francs. Mais il y en a d'autres, comme les pannes de la navette spatiale américaine. Il y a eu quand même 2 navettes qui ont explosé, soit l'une au décollage, l'une en revenant. Le télescope Hubble qui a eu plein de soucis avant de pouvoir être opérationnel. Mais aussi le tunnel sous la Manche, qui a bien mis du mal à pouvoir démarrer. Et tout ça, bah, c'est lié à des échecs ça conduit à des échecs technologiques, qui a des conséquences écologiques, des pertes humaines, comme sur la navette spatiale américaine, des dépassements de coûts, des dépassements de délais, toujours, et puis même des rejets sociaux. Alors, comment fait-on pour rebondir face à ces échecs? Eh ben, on essaye de trouver une manière de faire pour réussir le développement des systèmes complexes. Et cette manière de faire, qui va nous conduire à maîtriser finalement les différentes activités que l'on a à mener, eh ben, je vous propose de vous montrer rapidement comment, grâce à l'ingénierie de système, vous pouvez maîtriser toutes ces activités et les mener à bien. Alors, avant de parler de l'ingénierie de système, on va essayer de voir d'où elle vient. C'est pas une notion récente, c'est une notion déjà ancienne qui a commencé à être formalisée principalement aux États-Unis dans les années 1960, sous l'impulsion à la fois des programmes militaires, le Department of Defense, l'Air Force US, mais aussi spatiaux, donc beaucoup plus connus peut-être, comme la NASA. Et il est clair qu'avec le programme Apollo, qui a conduit les hommes sur la Lune, eh ben, l'ingénierie de système a été mise en œuvre d'une manière, je dirais, un peu plus moderne que ce qui avait pu être fait ultérieurement. Le DoD, donc le Department of Defense des États-Unis, a été soucieux rapidement de contrôler ses dépenses et donc a entrepris un vaste programme de normalisation dans tous les domaines, y compris dans celui de l'ingénierie de système. Alors étaient concernés au départ, comme je viens de vous le dire, essentiellement les domaines de la défense et de l'espace, mais aussi de l'aéronautique. Puis après, il y a eu le contrôle de la navigation aérienne, l'automobile, les télécommunications. Et aujourd'hui, tous les secteurs qui développent des produits complexes se sont impliqués par l'ingénierie de système. Donc l'énergie, la chimie, le biomédical, le transport intelligent, les bâtiments, les travaux publics, etc. La liste n'est absolument pas exhaustive. On pourrait y mettre aussi les administrations, mais ça, pour l'instant, ils ne se sentent pas très concernés. Mais ça viendra un jour pour qu'elles soient plus optimales. Pourquoi des échecs? Ben, pour pouvoir rebondir sur des échecs, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qui fait que ça a échoué. Et ben en fait, il y a plusieurs points. Un premier point, c'est un manque de vision globale dans l'ingénierie, c'est-à-dire dans la conception du futur système qu'il faut monter de toutes pièces, et dans le management. On a des ensembles qui sont souvent réalisés par juxtaposition de technologies. On confie une partie à des mécaniciens, une partie à des électroniciens, une partie à des informaticiens, puis en essayant de mettre tous les bouts ensemble, on espère que ça va marcher. Hélas, c'est pas le cas. Essentiellement parce que les interfaces techniques n'ont pas été suffisamment étudiées et du coup, quand elles sont réalisées, elles sont défectueuses. Donc, ça ne marche pas. L'incapacité aussi de faire dialoguer entre eux les métiers et les différentes organisations. C'est-à-dire que là, on se trouve face à des problèmes humains
où on a un manque de langage commun et finalement un manque d'implication pour que l'ensemble réussisse. Il y a peu de spécialistes qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire que quand on est formé dans les écoles, eh ben, on est formé dans une technologie, dans une discipline, la mécanique, l'électronique, le logiciel, etc. Et rarement en quelque chose de plus général qu'on appelle du ce fait une approche système. Il n'y a pas suffisamment de recherche dans le domaine, ni d'entretien des connaissances, ni de formation de base. Ça commence à venir petit à petit. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau international. Maintenant, il faut que ça se développe dans les différents pays, dans les différentes entités, universités et grandes écoles. Et un manque de réflexion et de raisonnement en amont de ce que l'on a à faire. Alors, voilà un exemple illustratif. D'un côté, ben, vous avez des clients et des utilisateurs qui ont des attentes, qui ont des besoins. De l'autre côté, vous avez les concepteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend compte que généralement, ben, on passe son temps à faire des faire et refaire. Ben, soit un nouveau problème pour un client et un utilisateur. Donc, le client et l'utilisateur expose son problème. Que dit le concepteur? Ben, j'ai pas très bien compris, mais enfin, c'est pas grave, j'ai une idée, je vais la mettre en œuvre. Donc, je réalise le plus rapidement possible cette idée. C'est-à-dire que j'implémente cette solution dans là où les technologies que je maîtrise. Et qu'est-ce que je constate? Ben, que ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je corrige. Une fois, deux fois, trois fois, une fois. Puis il arrive un moment où ben, je vais essayer autre chose, jusqu'à ce que, en espérant qu'un jour ça marchera. Puis quand, tant pis, ça marche pas, il va falloir quand même que je livre à l'utilisateur ce que j'ai fait, que j'avais appelé une version V1, en lui faisant miroiter qu'il aura un jour une version V2 qui résoudra tous les problèmes auxquels je me suis confronté. Qu'est-ce qui se passe côté des clients et des utilisateurs? Bah, la première réaction d'un client ou d'un utilisateur, c'est de se dire mais ça correspond pas du tout à ce que j'avais demandé, à mon problème. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste comme attitude à l'utilisateur? Ben, il y en a plusieurs. Il va galérer pour essayer quand même d'utiliser ce qu'on lui a livré. Il va se débrouiller plus ou moins avec, ou alors il va attendre avec impatience la version 2 que vous lui avez promis, et au pire, il va acheter le produit en disant c'est pas ça. Et il se retrouve avec son problème qui n'a pas été résolu. Ça, c'est une situation que tout le monde a vécue une fois dans sa vie professionnelle et qui, un jour, arrive à devenir insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, il va falloir mettre en place une solution qui est basique, qui consiste à faire quoi? Bah, à apprendre à poser le problème. À l'école, on n'apprend pas à poser le problème. Les seules professions qui apprennent à poser des problèmes, c'est les profs de maths et de physique. Dans les autres disciplines, on apprend à les résoudre, on n'apprend pas à les poser. Donc, il va falloir apprendre à poser le problème, parce qu'un problème mal posé n'a pas de solution. Et ensuite, eh ben, il va falloir raisonner, travailler avec son intelligence et son cerveau pour imaginer, créer de toutes pièces une solution à partir du problème exposé. Et c'est ça qui est important, c'est effectivement de relier dès le départ la solution au problème. Donc de construire la solution à partir du problème. Alors c'est quoi l'ingénierie de système? Ben c'est pas une nouvelle méthode à la mode. C'est une discipline qui existe depuis plusieurs siècles, tout comme le terme système qui a été inventé par les Grecs. Sa formalisation moderne a débuté dans les années 1960-1970, en particulier lié au programme Apollo de NASA. Le terme d'ingénierie de système, IS, Systems Engineering en anglais, inclut en fait plusieurs aspects. D'abord, une approche générale, c'est-à-dire un mode de pensée via ce qu'on appelle la vision système des produits. Et ce mode de pensée, cette approche générale est fondamentale, elle est fondatrice de la suite des activités. Un cadre de travail pour structurer les activités que l'on a à mener et le développement, et il y en a quand même, excusez-moi, un grand nombre. Quand vous développez un système complexe, vous avez entre 200 et 300 activités à mener. Donc, ces activités, ben, on va les regrouper dans ce qu'on appelle des processus, regroupés par des thèmes, et on va mettre en place des méthodes et des techniques qui permettent de mettre en œuvre ces différentes activités. Et puis, il y aura des extensions vers les organisations, c'est-à-dire que ça aura des conséquences dans la manière d'organiser les équipes. Mais c'est pas, l'organisation des équipes n'est pas un point de départ. Le point de départ, c'est une approche globale, un cadre de travail et des activités à mener. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'ingénierie de système? Ben, ça se focalise sur des aspects techniques du développement et pas du tout sur des aspects de management. C'est la première erreur à ne pas faire. L'ingénierie de système et le management, ce sont deux choses différentes. Donc nous, on s'intéresse aux problèmes techniques, donc aux aspects techniques qu'il y a à mettre en œuvre lorsqu'on développe
quelque chose de nouveau. Et ces développements, eh ben, on va les appuyer sur des modèles ou des modélisations. Et pourquoi on les appuie sur des modélisations? Parce que, en fait, l'ingénierie de système, c'est une vision abstraite des choses. Donc, on n'a pas de représentation concrète. Et il va falloir, pour pouvoir dialoguer entre nous, avoir des moyens de représenter les idées qu'on a dans la tête. Et pour représenter ces idées-là, eh ben, on va utiliser des représentations qu'on appelle des modélisations. Et ces modélisations nous permettront donc d'élaborer des produits avec une approche structurante qui garantira la cohérence totale et exhaustive des éléments de conception. Thérèse, on a une première question de Madame Gonsalves, justement, je pense que c'est qui va vous pousser à aller un petit peu plus loin dans votre explication, qui demande quelle est la différence entre l'ingénierie de système et les différentes méthodes de gestion de projet qui sont plus à la mode, les méthodes agiles, par exemple. Alors, comme je viens de vous le dire, l'ingénierie de système et le management de projet, c'est deux choses différentes. Le management de projet, il est là pour gérer finalement une organisation humaine en termes d'individus, avec les compétences, dans le respect d'un coût et d'un délai demandé par le client ou attendu par le client. Donc ça, c'est de l'organisation. L'ingénierie de système, elle, a une approche technique, une approche scientifique, c'est-à-dire qu'elle va chercher à résoudre le problème posé par le client dans des termes plus ou moins techniques et en général dans les termes du métier du client. Donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire et qui nécessite effectivement des compétences spécifiques. Alors c'est une manière, c'est une méthode si vous voulez pour permettre ou un ensemble de méthodes pour concevoir des systèmes complexes en maîtrisant les différentes activités. Alors effectivement, les méthodes de type agile sont très intéressantes. D'ailleurs, il y a une certaine agilité dans l'ingénierie de système, dans ce sens que lorsqu'on démarre, on ne prend pas en compte tout, on va faire les choses progressivement, itérativement. Donc il y a une certaine concomitance de méthodes. Mais après, ça ne s'applique pas du tout sur le même référentiel. Là, on est dans un référentiel technique. On a une autre question de Monsieur Coin qui demande s'il existe un outil modélisant l'ensemble, le fonctionnel et le dysfonctionnel. Alors, des outils qui font tout, faut pas se leurrer, ça n'existe malheureusement pas. Et pourquoi? Parce que le principal outil qui est utilisé pour faire de l'ingénierie de système, eh ben, chacun en a un, il est dans sa boîte crânienne, ça s'appelle un cerveau humain. C'est vrai que c'est un peu décevant, tout le monde aimerait bien pouvoir acquérir, même si ça coûtait très cher, un outil pour lui faire faire effectivement son travail, mais malheureusement ça marche pas. Donc, l'outil qui utilisé, alors après on va utiliser effectivement des outils qui vont nous aider à faire à faire ces modélisations. Alors le fonctionnel et dysfonctionnel, essayons d'abord, commençons par les choses les plus basiques en ingénierie de système. Donc on ne va pas tout mélanger, on va commencer par faire du fonctionnel, c'est-à-dire par se préoccuper du fonctionnement nominal d'un futur système. Et quand ce fonctionnement nominal, on en aura une idée relativement précise, donc on aura déjà une solution, pas implémentée, hein, attention, une solution en termes théoriques, eh ben, on pourra effectivement reprendre cette solution et la compléter, lui donner de la robustesse vis-à-vis des différents comportements dysfonctionnels, c'est-à-dire des événements redoutés que l'on veut sur lesquels on veut la rendre capable de fonctionner. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui parle aussi des outils collaboratifs. Oui, ça, les outils collaboratifs, c'est très très utile. Mais avant d'avoir des outils collaboratifs, il faut d'abord avoir des outils chacun. Alors, je continue un petit peu sur qu'est-ce que c'est que l'ingénierie de système et on va voir qu'est-ce qu'elle permet quand on est soit client, soit fournisseur. Puisqu'à un instant donné, soit vous êtes client ou maître d'ouvrage, soit vous êtes fournisseur ou maître d'œuvre. Donc, si vous êtes client, et c'est ce qui se passe lorsque vous sous-traitez, ben on va modéliser, donc représenter ce qu'on appelle le sursystème au travers de ce qu'on appelle des scénarios opérationnels et des contextes opérationnels. C'est-à-dire être capable d'exposer quand le système que l'on veut faire réaliser existera, comment on va s'en servir et dans quel contexte, dans quel environnement technique il va évoluer. Puis, cette modélisation va permettre d'être capable d'énoncer, d'exprimer, de définir, disent les anglo-saxons, des besoins
c'est-à-dire et des attentes du client vis-à-vis de ce futur système, à partir de l'analyse des différents problèmes que l'on aura été capable de modéliser au travers de ces contextes et de ces scénarios et de leur mise en œuvre. Ensuite, lorsqu'on est fournisseur, c'est-à-dire maître d'œuvre, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir partir effectivement de ces besoins exprimés par le client, en faire une analyse structurée, les consolider, parce que souvent il s'avère qu'ils sont incomplets, et en s'intéressant non seulement aux clients et aux utilisateurs, mais également aux différentes parties prenantes, et traduire ces besoins en exigences techniques qui soient utilisables par un concepteur. Alors pourquoi on parle de besoins et d'exigences techniques? Les besoins, c'est plutôt la problématique exprimée par un client utilisateur dans son langage de métier, alors que les exigences techniques sont la même problématique exprimée dans un langage plus technique du concepteur qui lui permettra effectivement de créer, d'imaginer, de construire, de concevoir, ces différents termes synonymes, la solution ou une solution qui répond aux problèmes posés. Et là, pour construire cette solution, on va avoir une démarche structurée, toujours en utilisant des modélisations. Alors, on commencera par des modélisations logiques, où on s'intéressera aux aspects fonctionnels, aux aspects de comportement, aux aspects dynamiques et aux aspects temporels. Et puis, une fois qu'on aura des modélisations logiques, on sera capable de les allouer sur des modélisations physiques, c'est-à-dire sur des entités qui pourront être ensuite implémentées dans les différentes technologies. Ce qui est important, c'est de bien prendre conscience qu'à un problème donné, il n'y a pas qu'une seule solution, en fait, il y en a plusieurs, et il va s'agir de décider d'implémenter dans les différentes technologies la solution qui intègre l'ensemble des différentes contraintes qui sont fournies par les exigences techniques et que cette solution soit optimale à un instant donné, c'est-à-dire à l'instant où on décide de l'implémenter. C'est sûr qu'une solution qui est optimale aujourd'hui pourra ne plus être optimale dans 3 mois ou dans 3 ans parce qu'il y aura des choses qui auront évolué et qu'on aurait pu faire mieux. Mais on ne cherche pas à faire mieux dans l'absolu, on cherche à faire bien le jour où on fait. Alors ce qui est important pour arriver, et là on rejoint un peu le management, ce qui est important pour arriver à maîtriser ces différentes activités, c'est qu'on soit capable, à chaque instant, d'avoir une traçabilité, donc une correspondance entre le besoin énoncé par le client et la solution qu'on est en train d'architecturer, de concevoir. Ça, c'est pour pouvoir gérer correctement les évolutions et les impacts que ces évolutions entraînent. Que ce soit des évolutions qui proviennent des besoins du client ou que ce soit des évolutions qui proviennent des technologies et de ce que le métier et les différentes technologies peuvent nous apporter comme solution technique pour répondre à la solution et aux problèmes. Ensuite, il s'agira de prendre en compte les exigences de validation dès le début de développement, c'est-à-dire de ne pas attendre la fin et quelques semaines ou quelques mois avant la livraison au client pour se préoccuper de valider le travail que l'on a fait. Alors, quels sont les bénéfices que l'on peut attendre de l'ingénierie de système? On va réduire les coûts et les temps de développement. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer fortement les temps d'intégration en supprimant les retours en conception. On aura passé suffisamment de temps à cogiter lorsqu'on est en conception et on aura travaillé sur les interfaces pour que lors de l'intégration, ça se passe le mieux possible. Mais attention, les temps d'ingénierie, exigences, architecture, design, vont être plus importants. Donc, le temps qui aujourd'hui est passé en fin de projet, on va le passer beaucoup plus en début de projet. On va essayer d'agir sur la maîtrise du cycle de développement pour obtenir finalement régulièrement des résultats d'ingénierie qui soient complets et cohérents avant de faire de la réalisation, c'est-à-dire avant de passer dans les technos matériels, logiciels, électronique, électricité, etc. Et avant de faire des essais, évidemment. On va faire en sorte d'avoir une meilleure flexibilité aux évolutions, donc d'être capable de les prendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. On va identifier plus tôt les risques et la gestion des risques, comme dans le management, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait des activités d'ingénierie, on a entre 200 et 300 activités à mener, donc il faut les gérer, ces activités. Donc, dans l'ingénierie de système, on a une activité qui est le management des activités d'ingénierie, qui respecte les mêmes règles que le management de projet, mais concentré uniquement sur les activités techniques. Et on va améliorer la coordination du développement du système et des éléments constitutifs du système qu'on peut appeler des sous-systèmes ou des équipements. Et ça de manière
récursive, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne va pas essayer de trouver une solution au système d'un bloc, on va trouver une solution en termes, par exemple, de sous-système ou d'équipement, puis après on reprendra chacun des sous-systèmes et chacun des équipements autant de fois que ça sera nécessaire. L'intérêt aussi de cette démarche, c'est d'avoir une structuration des données d'ingénierie, des données de conception, des données de validation, qui va en permettre effectivement de pouvoir les réutiliser d'un système sur un autre si on a effectivement des capacités ou des besoins de réutilisation d'un projet sur l'autre. Alors c'est quoi l'ingénierie de système aujourd'hui dans le monde? La plupart des entreprises internationales sont conscientes de son existence et de ses apports en termes d'efficacité de développement. Alors, quelques secteurs industriels appliquent l'ingénierie de système depuis très longtemps. Dans la défense, dans l'espace, qui ont été les leaders depuis 1970-1980. Ensuite, depuis 1990, ça a été les télécommunications, l'aéronautique et le ferroviaire qui ont suivi. Depuis 2000, donc plus récemment, ça a été le monde automobile. Et il y a d'autres domaines comme la biologie, le médical, la chimie, les industries minières, qui petit à petit s'y mettent, surtout depuis 2003. Pourquoi depuis 2003? Parce qu'il a commencé à y avoir des normes qui ont été diffusées au niveau international et qui ont donc incité les différents secteurs industriels à euh, prendre connaissance de cette démarche et à l'appliquer. Alors, les entreprises qui sont les leaders, c'est-à-dire donc les plus intéressés des secteurs industriels, participent activement donc à différents organismes. Je viens de vous parler des standards internationaux donc de l'ISO, l'International Standardization Organization, qui est un organisme de production de standards, d'ingénierie et d'autres, et qui a produit le premier standard sur l'ingénierie de système en 2004. Après, il y a eu d'autres versions, la dernière étant sortie en 2015. Voilà, la mise à jour de celle qui est sortie en 2004 a été remise à jour en 2015. Et puis l'INCOSI, qui est l'International Council on Systems Engineering, qui est une organisation, une association qui a été créée il y a un peu plus de 25 ans aux États-Unis et qui a comme mission de disséminer et de promouvoir la discipline d'ingénierie de système. Et qui a des représentants, qu'on appelle des chapitres, dans les différents pays. Et en France, ça s'appelle l'AFIS, l'Association française d'ingénierie de système, dont vous avez le site web, ce que vous pourrez aller consulter si celle-là vous intéresse. Alors pourquoi faire de l'ingénierie de système? Je vous ai dit qu'une des raisons principales, c'était que quand on avait des systèmes qui étaient complexes, on avait plusieurs technologies. Quand on juxtaposait ces différentes technologies, eh ben, on avait des surprises. C'est sûr, si vous avez un produit mécanique à faire, vous allez aller chercher les gens qui sont compétents en génie mécanique. Si vous avez un produit électrique, vous irez chercher ceux qui sont compétents en génie électrique. Idem pour les infrastructures et le génie civil, pour le génie logiciel face à un produit logiciel, pour l'ingénierie électronique si on a des produits électroniques à développer, le génie chimique pour la chimie ou l'ingénierie financière pour des produits financiers. Et si vous avez un produit qui touche un peu à tout, eh ben, vous vous retrouvez face à un système qui est donc un produit complexe, qui aura un petit pourcentage de chacune de ces technologies, et encore on ne les a pas toutes mises. Et là, pour arriver à résoudre ce problème et donc à trouver, à concevoir et pouvoir ensuite réaliser un système qui est donc des ensembles de produits de ces différentes technologies qui satisferont les attentes du client, il n'y a pas de miracle, hein. Il va falloir arriver à faire parler tous ces gens dans une même équipe qu'on appelle pluridisciplinaire, arriver à les faire parler et à les faire travailler ensemble, ce qui n'est pas un vain travail, et il va falloir, pour mener ça, aujourd'hui, ce qui est le plus adapté pour mener ces activités-là, ça s'appelle l'ingénierie de système, le systems engineering. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement, parce qu'après on pourrait en parler pendant des heures, hein, ce que c'est que l'ingénierie de système, et je suis de toute façon prête à répondre à vos questions, mais je vais passer la parole à Sarah qui va continuer. Merci beaucoup Thérèse pour toutes ces explications. Effectivement, je vais reprendre la parole pour vous présenter brièvement notre formation sur le sujet. Ça vous permet un petit peu de réfléchir à d'éventuelles questions que vous auriez à poser à Thérèse Renard à la suite. Donc, si vous avez un projet pour vous former sur cette thématique,
et pour acquérir des compétences ou valider des compétences dans ce domaine. Donc, on a conçu un parcours de formation qui est certifiant en ingénierie des systèmes complexes. Votre contact, Liliane Lopez, dont j'ai indiqué les coordonnées ici. Vous recevrez ce webinaire. Le webinaire est enregistré et vous recevrez dès demain l'enregistrement. Donc, comme ça, vous pourrez revoir à nouveau les éléments et échanger éventuellement avec Liliane Lopez qui prendra contact avec vous très prochainement. Et puis j'ai également mis dans l'espace de téléchargement le bulletin d'inscription si vous souhaitiez participer à cette formation. Donc, en quoi consiste la formation? Elle va vous permettre d'acquérir une vision globale de l'ingénierie de système et les concepts associés. Et puis également, vous pourrez, à l'issue de cette formation, maîtriser les méthodes et les outils associés aux différentes étapes de l'ingénierie. Au programme, vous allez aborder les fondamentaux de l'ingénierie système pour pouvoir ensuite vous permettre d'analyser les opportunités et les besoins pour définir les exigences et puis qui vont vous permettre de concevoir ensuite des architectures logiques et physiques qui seront optimisées. Enfin, vous aborderez tout ce qui est lié à la vérification et à la validation des systèmes et de leur ingénierie. Cette formation, qu'est-ce qu'il faut en retenir brièvement? C'est une formation sur 12 jours qui est compatible avec une activité professionnelle puisqu'elle s'étale sur plusieurs mois. La prochaine session démarre en septembre 2017 et un des points forts, c'est que c'est un bloc homogène de compétences qui contribue à l'obtention d'un titre de niveau 1, un titre d'expert en ingénierie des systèmes. Donc c'est une formation, là, telle que je vous présente, elle est certifiante, mais elle est également adaptable en intra-entreprise si vous souhaitez former plusieurs managers. Donc je vous rappelle les coordonnées de Liliane Lopez. Et puis bah, je vous laisse la parole, en tout cas la main, si vous avez d'éventuelles questions pour Madame Renard, mais a priori, euh, je ne vois pas d'autres questions que celles qui ont déjà été posées tout au long du webinaire. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de conclure. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire avec attention tout au long. Je remercie Madame Thérèse Renard d'avoir pu exposer son point de vue sur les systèmes complexes. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, voilà, je vous invite à prendre contact avec Liliane Lopez, qui, si c'est des questions liées techniques, elle transmettra à Madame Renard. Et puis, si c'est des questions moins techniques, plus liées au financement, au programme, et ben, dans ce cas-là, elle vous répondra directement. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt et puis merci de votre participation. Au revoir. Au revoir.